Ici Satou. Il y a plein de scènes dans les fictions où un personnage dit « Si je gagne, tu dois sortir avec moi ». Et autres, mais je n'ai jamais vu ça en vrai. Déjà, dès qu'on lance ce défi, on avoue ses sentiments. Pas un cheveu de travers, pas un pli dans mes vêtements, ça devrait suffire? De retour de la couche inférieure du labyrinthe à mon bureau au manoir, j'ai enfilé mon costume de cérémonie de noble pour le vol en dirigeable vers la capitale royale. En entrant dans le couloir, j'ai entendu du vacarme en direction du hall d'entrée. Je me suis dirigé vers elle, et une des jeunes servantes m'a remarqué et est arrivée à toute vitesse. Jeune maître, c'est un dirigeable, il vole. Un dirigeable, vous voulez dire? Oui, c'est ça, c'est incroyable, non? Eh bien, s'il ne volait pas, ce ne serait pas un dirigeable. La petite servante me prit par la main et m'entraîna jusqu'à la fenêtre pour observer le vaisseau aérien. Un immense dirigeable planait au-dessus de la base de l'armée du labyrinthe. C'était le dirigeable numéro 1 que j'avais donné au gouvernement sous le nom de Nanashi. Nous allions nous rendre à la capitale royale à bord de ce dirigeable, en compagnie de nombreux autres, dont le baronnet Gélil et son groupe du rugissement du dragon rouge, qui avait vaincu le maître de piste de la strate moyenne. Waouh, il est énorme, hein? Tu vas piloter ce dirigeable, hein? C'est incroyable. Ah bon, un dirigeable venait de la capitale royale à Labyrinth City une fois par mois, alors je ne comprenais pas pourquoi elle était si excitée, mais c'était visiblement parce que quelqu'un qu'elle connaissait allait embarquer. C'est vrai, je caressais la tête de la petite servante et levais les yeux vers le dirigeable avec elle. Le flanc du blindage du dirigeable portait les armoiries royales du royaume de Shiga, et au-dessus du pont, en saillie près de la proue, de petits blasons indiquaient les passagers. Grâce aux leçons d'héraldique que la secrétaire du baron Muno, Yuyurina, m'avait inculquées lors de mon accession au titre, je savais que le drapeau appartenait au duché de Vistal. Si je me souvenais bien, le duc était le neveu du général Ertal, de l'armée de la cité du labyrinthe. J'avais entendu dire que le duché de Vistal ne s'entendait pas bien avec le duché d'Ugosh. En tant que représentante de la baronnie de Muno, voisine du duché d'Ugosh, j'espérais qu'il ne chercherait pas à m'attirer l'ennui pendant le voyage. Mais quelqu'un d'aussi important qu'un duc ne se donnerait sûrement pas la peine de s'engager avec un simple chevalier héréditaire comme moi. Les filles, vous n'avez pas encore terminé vos devoirs de la matinée. Dépêchez-vous de retourner au travail. Dès que la femme de chambre en chef, mademoiselle Mitteruna, apparut dans le hall d'entrée et les gronda, les petites servantes se dispersèrent comme des bébés araignées pour se remettre au travail. Bonjour, jeune maître. Bonjour, je me demande si tout le monde a fini de se changer. Les autres sont-ils prêts? Oui, on a fini de les aider à s'habiller. Comme par magie, la porte en haut de l'escalier de l'atrium s'ouvrit brusquement et tout le monde jeta un coup d'œil dehors, Arisa en tête. Elles étaient toutes vêtues de leurs plus beaux habits. Tada! Eh bien? Plutôt bien, non? Arisa tournoya sur elle-même. Les manches de sa robe de cocktail s'étalèrent magnifiquement, puis s'installa en prenant la pose. Sa broche en forme de guirlande de coquillages d'âme scintillait sur sa poitrine. Oui, c'est une tenue magnifique. Franchement, complimentez votre adorable Arisa, pas ses vêtements. Arisa souffla. Vous êtes mignonne aussi, bien sûr, lui assurai-je. Ah Pochi, monsieur. Tama aussi? Tama et Pochi descendirent les marches au trot, puis prirent leurs poses habituelles pour attendre mon approbation. Vous êtes adorables toutes les deux. Yae, monsieur. Tama et Pochi portaient respectivement des robes roses et jaune citron. Elles étaient adorables, même si leur pose militaire ne semblait pas vraiment assortie à leur tenue. Satou, Mia portait une robe richement décorée de dentelle vert chartreuse. La veille, elle hésitait à porter une tenue mikoesque, comme celle que portait Misaas dans la tradition des elfes, mais elle semblait avoir choisi une robe occidentale assortie aux autres filles. Tu ressembles à une princesse, Mia. Même. La réponse de Mia fut brève, mais ses joues roses trahissaient sa satisfaction. Maître, je vous souhaite une bonne journée. Bonjour. Nana portait une robe bleue modeste qui lui couvrait la poitrine. La tenue que j'avais initialement conçue pour elle était suffisamment impressionnante pour figurer en couverture d'un magazine, mais entre les plaintes de Mia et la supervision attentive d'Arisa, voici à quoi ressemblait le résultat final. Je suis prête à entendre vos compliments, maître, je vous invite. Vous êtes encore plus belle que d'habitude aujourd'hui. Difficile à dire, car l'expression de Nana changeait rarement, mais c'était sans aucun doute sa façon d'exprimer sa fierté et son enthousiasme. Elle devait avoir vraiment hâte d'aller dans la capitale royale. Désolée de vous avoir fait attendre, maître. Lulu portait une robe modeste, presque entièrement blanche. La veille, elle avait essayé de choisir une tenue de servante, mais je lui ai suggéré de choisir quelque chose de plus élégant pour notre voyage en dirigeable. Bonjour, maître. Finalement, Lisa est apparue en tenue de combat, parée d'une armure de chevalier. J'ai essayé à plusieurs reprises de la convaincre de porter une robe, mais elle a insisté, elle voulait porter son armure, comme il sied à une exploratrice à l'insigne de Mithril.
Comme il était rare que Lisa exprime une préférence aussi marquée, j'ai décidé de la laisser faire. Arisa, est-ce tout pour vos bagages? Oui, monsieur. Arisa a répondu d'un ton désuet. Nos faux bagages se composaient de 3 sacs de voyage de type valise et de 2 étuis à armure. Les vrais bagages se trouvaient dans les packs féeriques de chacun, dans la boîte à objets d'Arisa et dans l'espace de rangement créé par le sort de magie spatiale d'Arisa, le garage. Allons-y, alors. Les jeunes servantes nous ont ouvert les portes et nous sommes sortis. 2 calèches nous attendaient déjà devant, et les servantes, les enfants de l'orphelinat et les élèves de l'école des explorateurs s'alignaient de chaque côté du chemin pour nous saluer. Monsieur Kajiro et mademoiselle Ayome étaient là aussi. L'une des calèches était empruntée au baronnet du Kelly. Le baronnet avait pris goût à notre calèche, alors, une fois devenus plus amicaux, je lui ai offert celle-ci, calquée sur la nôtre. 2 calèches ne suffiraient pas pour tout le monde, aussi Karina et son entourage étaient-ils déjà partis en avant vers l'endroit où le dirigeable nous attendait. Bon voyage, seigneur chevalier, crièrent les enfants à l'unisson. Je leur souris et leur fis un signe de la main tandis que nous nous dirigions vers la calèche. À mi-chemin environ, des garçons de l'orphelinat s'avancèrent avec de petits bâtons, quelques-uns des enfants avec qui je pratiquais le chant matin et soir. Tous les 3 élevèrent la voix et chantèrent en rythme. Brise Soyokaz. À ma grande surprise, l'un d'eux réussit à incanter un sort. Le vent créé par son sort fit flotter les jupes et les robes de toutes les filles alentour. Par réflexe, j'attrapais Lulu et Nana pour maintenir leurs jupes. Espérons que cela ne ressemble pas à du harcèlement sexuel soudain pour les spectateurs. Malheureusement, les jupes de toutes les filles que je n'avais pas réussi à protéger volèrent en l'air. Le fait que la plupart d'entre elles soient courtes et faites d'un tissu léger et respirant, idéal pour affronter la chaleur de Labyrinth City, n'aida sans doute pas. Un concert de cris retentit, suivi des protestations de Mia et Arisa. Swishy, monsieur, Pochi et Tama semblaient amusés par toutes ces jupes volantes. J'ai réussi. Ça valait le coup de répéter nos incantations en secret pour surprendre monsieur Chevalier. Les jeunes garçons espiègles étaient ravis de leur succès. Tandis qu'on les ramenait à l'orphelinat, je remarquais qu'aucun d'eux n'avait acquis les compétences chant ou magie. Comment l'un d'eux avait-il réussi à maîtriser le chant en si peu de temps? Peu importe comment il l'avait utilisé, je ne pouvais qu'applaudir son travail acharné et son talent. Franchement, j'étais un peu jaloux. Non, un adulte ne devrait pas envier les enfants. Quant à la punition du farceur, espèce de petit con, Arisa lui donna un coup de poing sur la tête, provoquant un nouveau cri. Une fois ce mignon petit incident terminé, nous montâmes dans nos wagons et nous dirigeâmes vers le dirigeable amarré. Génial, incroyablement incroyable, monsieur. Tama et Pochi se penchèrent aux fenêtres des wagons, de chaque côté, contemplant avec excitation la forme géante flottant dans le ciel. La queue frétillante de Pochi n'arrêtait pas de me frapper au visage. Monsieur, comme les 2 fenêtres étaient occupées, Mia ouvrit d'un air maussade la petite fenêtre destinée à la conversation avec le cocher pour regarder dehors. Arisa, Lulu et Nana avaient perdu au jeu de pierre-papier-ciseaux qui déterminait les places et se trouvaient dans l'autre voiture devant nous. Pour une raison inconnue, Lisa était assise sur le banc du cocher, son lance-criquet magique à la main. Son goût apparent pour les hautes sphères était surprenant, compte tenu de sa peur du dos du dragon noir. Dehors, je voyais une foule de sympathisants et de spectateurs bordant les rues. Dès qu'ils aperçurent notre voiture, ils se mirent à crier et à acclamer comme si c'était un défilé. Beaucoup de ces acclamations semblaient dirigées vers Lisa, peut-être parce qu'elle était particulièrement visible sur le siège du cocher. Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Devant le dirigeable, j'aperçus Zena et des amis qui nous attendaient pour nous dire au revoir. J'ai retenu un instant la femme de chambre qui conduisait le parc à voiture, et je suis descendue. Tiens, Satou, tu peux les manger dans le dirigeable, si tu veux. Merci beaucoup, Zena. J'ai accepté le paquet que Zena m'a donné, sentant sa chaleur dans ma main. Tu l'aurais fait toi-même, par hasard? Eh bien, apparemment non. Je ne voulais pas mettre Zena dans l'embarras. J'ai dû changer de sujet avant. Malheureusement, c'est moi et la vieille cuisinière de la caserne qui les avons préparés. Elle Lilio, tu avais dit que tu garderais le secret. En plus, j'ai aidé en dressant les assiettes. Avant que je puisse venir à son secours, Lilio a révélé la vérité. Il faudrait que je voie le fruit du travail acharné de Zena plus tard. La présentation est aussi un élément important d'un repas, alors bien arranger les choses est un travail important. Oh oui, bien sûr. Très important. Zena a détourné le regard et a marmonné. Zut, aurais-je dû laisser couler au lieu d'essayer de la rassurer? C'était un échec cuisant. Si c'était une simulation de rencontre, j'aurais probablement entendu le son indiquant que mon taux d'affection avait chuté. Ah oui, mon garçon. Merci pour la carte. Ensuite, on ira avec les troupes chasser les mantes religieuses. Ou plutôt, on les évitera, car elles sont dangereuses, mais on chassera au moins les escargots de labyrinthe et les carapaces rouges.
Lilio agita la main en me remerciant. Bien sûr, soyez prudent, et bonne chance. Plus vous serez fort, plus Zena sera en sécurité. Tant qu'il se méfierait de la grande caverne où rôdait le maître de zone et les monstres tueurs de chevaliers, tout devrait bien se passer. Si l'escouade de Zena développait cette zone, les élèves et les diplômés de l'école d'exploration seraient plus sûrs d'y chasser, donc tout le monde y gagnerait. Oh, il tient à toi, Zenachi. Sire Chevalier. Au moment où Lilio taquinait Zena, Mademoiselle Yona arriva, suivie de quelques chevaliers et fonctionnaires familiers. Sieur Chevalier, notre capitaine, Sieur Zerfort et Monsieur Toril, vous remercient de. Sieur Pendragon, merci d'avoir servi de médiateur auprès du vice-roi pour nous. Yona fut interrompue par son supérieur, Sieur Zerfort. Il m'avait demandé de parler au vice-roi pour eux lors de leur précédente visite à l'école des explorateurs, alors j'avais rédigé une lettre de recommandation pour eux. Le lendemain, ils rejoindraient les gardes pour une formation au maintien de l'ordre public en période d'affluence d'explorateurs en ville. Bien que je n'ai pas demandé, Sieur Zerfort m'a dit qu'il donnerait la priorité à la formation de chevaliers et de soldats expérimentés en réparation d'équipements. Je leur souhaitais de réussir. S'ils apprenaient à maintenir l'ordre public, Serious City deviendrait encore plus sûr pour les gens de l'auberge du front, pour Mademoiselle Nadi, pour le patron de l'épicerie et pour mes autres connaissances. Seigneur Pendragon, nous vous sommes extrêmement reconnaissants de nous avoir permis d'observer l'école des explorateurs l'autre jour. Et vous avez entraîné notre chevalier mage Zena et son escouade à de nouveaux sommets en si peu de temps. Nous vous sommes profondément reconnaissants et admiratifs. L'officier civil a exagérément vanté mes mérites. D'habitude, ce genre de choses garantissait une demande, alors je me suis préparé. À ce propos, pourriez-vous utiliser quelques membres de l'escouade d'élite Serious comme assistants pédagogiques à l'école des explorateurs? Il n'y aurait pas besoin de les rémunérer, bien sûr. Ils proposaient des instructeurs de leur armée, alors j'ai accepté avec plaisir. Cependant, je regrettais de les laisser travailler gratuitement, alors j'ai décidé de les rémunérer comme assistants pédagogiques. Seigneur Pendragon, vous êtes également ami avec la guilde des explorateurs, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, et l'officier m'a demandé si je pouvais faire un bon mot pour que quelques-uns d'entre eux postulent pour y travailler. Je n'avais cependant aucune autorité pour le faire, alors j'ai simplement accepté d'écrire une lettre de recommandation, d'autant plus que nous étions sur le point de partir pour la capitale royale. Finalement, ils m'ont demandé si j'étais disposé à entraîner les autres soldats en plus de l'escouade de Zena, mais j'ai catégoriquement refusé. Même leurs promesses de décoration et de récompense du comté de Serious ne m'ont pas touché le moins du monde. J'ai apporté mon aide pour Zena, ma bonne amie qui a autrefois sauvé la vie de mes compagnons. Si vous envisagez de me faire des demandes excessives, je devrais peut-être reconsidérer notre relation. Mieux vaut mettre un terme à ce genre de choses avant qu'elles ne vous épuisent. Sentant qu'il m'avait déplu, l'officier s'est immédiatement excusé, alors je les ai laissés tranquilles. D'autant plus que Zena s'est jointe à eux pour s'excuser de leur impolitesse. Avez-vous des sentiments pour Zena, Satou? C'est une question soudaine, dame Karina. Je me suis retournée en entendant la voix de Karina et j'ai eu du mal à cacher ma déception. Pourquoi porte-t-elle une armure au lieu d'une robe? Elle portait bel et bien une robe au petit déjeuner ce matin. Qu'est-il arrivé à ta tenue? Je t'avais demandé de porter la robe que je t'avais donnée au cas où on rencontrerait Sa Majesté le Duc aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai souri poliment en cuisinant Karina. Comme nous voyagions avec des nobles influents, j'ai pris soin de lui offrir une robe accrocheuse pour qu'elle puisse attirer des demandes en mariage. Mais j'ai tellement peur du regard des messieurs en robe. Être mignonne ne te mènera nulle part. Tu es horrible, Satou. Même si tu es si gentille avec Zena. Eh bien, Zena est une bonne amie, et je lui dois beaucoup. Laissant de côté la bouderie de Karina un instant, je me suis demandé pourquoi Zena et Arisa nous fixaient si intensément. En voyant Lilio et le reste de l'escouade de Zena esquisser un sourire malicieux, j'ai enfin compris. Ah, c'est à propos de ce que Karina a dit, c'est ça? C'est parce que Zena est ma. Je te mets au défi. J'allais dire, ma chère amie que je respecte profondément, mais Karina a soudain pris de panique et m'a brusquement interrompu. Tout ce que je faisais, c'était essayer de répondre à sa question. Je te défie en duel. Si tu gagnes, je porterai cette tenue embarrassante, comme tu insistes. Et, ne me fais pas paraître si louche devant tout ce monde. La robe que je lui ai offerte était inspirée des dernières modes de la capitale royale. Elle l'a qualifiée de « tenue embarrassante », mais elle était juste légèrement ample au niveau de la poitrine, rien d'excessivement révélateur. Les robes que Karina portait chez elle étaient principalement fabriquées au duché d'Ugosh et avaient tendance à être des modèles un peu démodés et conservateurs. C'est probablement pourquoi les dernières modes lui semblaient embarrassantes. Mais si tout ce que je devais faire pour la convaincre était de la vaincre en combat, autant accepter sa proposition immédiatement. Oh, très bien. Les mêmes règles s'appliqueront-elles que pour un duel entre Pochi et Tama?
Bien sûr, je ne demanderai rien de moins. Quand Pochi et Tama affrontaient Karina, c'était généralement un match d'un round. Celui qui tombait du ring ou atterrissait le dos au sol était le perdant. Et si je gagne? Ah oui, elle n'avait pas encore formulé ses exigences. Mademoiselle Karina me fixait d'un regard rouge de feu. J'avais l'impression d'être fusillée du regard. Déconcertée, Karina me révéla son exigence choquante. Tais-toi, il faudra bien que tu t'épouses, MMM m'épouse. Hein? Se marier? Non, loin de là, j'entendis Arisa scander, coupable, coupable, en boucle. Heureusement que j'avais envoyé Mia acheter des encas avec Pochi et Tama. Au fait, Lulu était avec Lisa et Nana, portant nos bagages pour le transport à bord du dirigeable. Malgré tout, le reste de la foule nous acclamait, Karina et moi, à la fois par ses acclamations et ses railleries. Ah attends, je voulais dire. Karina se débattait, paniquée, mais personne n'écoutait ses excuses. Elle me demandait probablement de me faire passer pour son fiancé pour éviter les fréquentations dans la capitale royale, mais elle était tellement perturbée qu'elle avait lâché « Épouse-moi ». Je pensais qu'il était évident qu'elle m'aimait bien, mais qu'elle soit réellement attirée par moi en tant que personne du sexe opposé, c'était moins évident. Je soupçonnais qu'elle me considérait comme un bonus, à côté de Pochi et Tama. Plus importante encore, j'étais un peu inquiet pour Zena, qui répétait le mot « mariage » comme un disque rayé. Il fallait que je dissipe ce malentendu. Et, jeune maître, le décor est planté. Avant que je puisse rassurer Zena, quelqu'un parmi la foule indiscrète prépara un emplacement pour notre duel. Au bout d'un moment, je réalisais que ce visage familier n'était autre que Scopi, le chef des scorpions debout du centre-ville. Sur ce, on nous emmena précipitamment vers un espace temporaire aménagé pour le divertissement avant l'arrivée du dirigeable. De nombreux nobles et explorateurs en mithril étaient réunis aujourd'hui. L'espace était donc principalement destiné aux explorateurs et autres guerriers pour faire étalage de leurs forces. Arrivés sur place, nous fûmes accueillis par une foule nombreuse, déjà rassemblée par les sous-fifres de Scopie. Le jeune maître se bat? Contre qui? Lisa de la Lance Noire? Il paraît que c'est cette magnifique nana. Zut, ils sont énormes. Plus gros que ceux d'une dame vache. Et, ne parlez pas comme ça de ma déesse. Oh, je connais cette dame. Le duo de guerriers haricots la traîne toujours. Alors, c'est une nouvelle recrue du trésor de Pendragon? Ça va valoir le coup d'œil, alors. La galerie des cacahuètes s'en donnait à cœur joie, mais mademoiselle Karina semblait si nerveuse à propos de notre duel qu'elle ne montra aucun signe de réaction. Je me tenais face à Karina. Aujourd'hui, elle portait son équipement du labyrinthe et Raka. Elle n'avait pas l'épée large géante qu'elle brandissait dans le labyrinthe, cependant, ses mains étaient vides. J'ai réagi en tendant l'épée féerique à ma taille à Arisa. À l'origine, j'avais construit l'armure de Karina pour qu'elle ait une forte puissance défensive sans empêcher son tremblement caractéristique, mais à notre retour de l'expédition du labyrinthe, Arisa l'avait modifiée pour la maintenir en place. Du coup, elle paraissait un peu serrée au niveau de la poitrine. Attendez une minute, maître. Vous ne perdez pas exprès, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Arisa murmura une question stupide, que je rejetai immédiatement. Ne te laisse pas attirer par ses seins, d'accord? Tu pourras toucher les miens autant que tu veux plus tard. Ouais, non merci. Pourquoi voudrais-je toucher la poitrine d'une petite fille? Alors pourquoi ne pas? Je sais, je demanderai à Lulu si tu peux toucher ses seins plus tard aussi, d'accord? C'était un peu plus tentant, mais personne d'autre que Lulu ne pouvait me l'autoriser. Arisa, calme-toi, je ne vais pas perdre. Vais vraiment? Bien sûr. Enfin, tu nous tiens. Je tapotais la tête d'Arisa pour la rassurer et m'avançais au centre de la scène où Karina m'attendait. C'était tentant de conclure le combat tout de suite, mais ce serait cruel. Si je vainquais Karina en un instant sans difficulté, elle serait gênée, mais si je me retenais trop longtemps malgré mon niveau visible, les gens pourraient penser que je voulais l'épouser. Le mieux serait de faire croire que nous étions à égalité pendant un moment, puis de la battre de justesse. Ce serait pénible, mais je devais faire de mon mieux. Si tu baisses ta garde en pensant que je suis la même combattante qu'avant, tu perdras à coup sûr. C'est intimidant. Sois indulgent avec moi, s'il te plaît. HMPH, dis-je. Combien de temps parviendras-tu à garder ce calme apparent en voyant comme j'ai progressé dans le labyrinthe, je me le demande. Karina avait parfois tendance à se comporter comme une enfant à cause de tout le temps passé avec Pochi et Tama, mais maintenant elle redevenait une adulte. Tandis qu'elle me narguait, Raka améliorait silencieusement Karina avec don d'augmentation de force. Je pouvais le constater au bref éclair de la barrière magique en forme d'écaille qui l'entourait. L'amélioration de force, don, de Raka offrait les mêmes avantages que le renforcement corporel, ainsi que d'autres bonus, comme le bonus de morale, l'accélération et la magie de barrière. J'ai attendu que Raka termine ses améliorations, puis je me suis mis en position de combat. Dès que l'arbitre a donné le signal, Karina a filé à toute vitesse, puis a trébuché juste devant moi. Non, on aurait dit qu'elle avait trébuché.
Elle a pivoté en plein vol et m'a décoché un coup de pied en hache. Si c'était un film à gros budget, la réaction la plus amusante aurait probablement été de croiser les bras pour bloquer son coup, mais cela me semblait inutile. Au lieu de cela, j'ai penché le haut de mon corps pour esquiver son coup. Oh, génial! Juste au moment où il me dépassait, son coup a soudainement changé de direction et m'a frappé de côté. Raka a dû utiliser la magie de barrière pour créer un point d'appui en plein vol, ce qui lui a permis de changer rapidement de position. Même si c'était le cas, c'était impressionnant que Karina ait réagi aussi vite. Tama était douée pour ce genre de manœuvre, alors c'est peut-être là qu'elle a pris le coup. J'ai décoché un coup de paume vers le pied de Karina à courte distance. Ma main a percé les petits boucliers créés par Raka, parant l'attaque de Karina. Des cris de joie et des acclamations ont retenti dans la foule. Oh, il a esquivé en une seconde. L'armure de cette beauté est-elle un truc magique? C'est le même équipement que celui des enfants Pendragon, non? Quel équipement intouchable! Je n'ai pas eu le temps de clarifier leur malentendu. Karina a atterri sur un pied, utilisant cette jambe comme axe pour m'envoyer un coup de pied tournoyant de l'autre. J'ai esquivé d'un pas en arrière, en prenant soin de ne pas quitter les limites de l'arène. Jugeant qu'elle ne pourrait pas me toucher avec des attaques aussi puissantes et spectaculaires, Karina a enchaîné les combos. Ces attaques étaient bien loin de la Karina que j'avais connue à Muno City. Elle utilisait des stratégies bien plus complexes, comme une avalanche de direct pour attirer mon attention sur ses mains tout en essayant de me balayer les jambes. Je suppose que l'entraînement avec les filles bêtes depuis notre arrivée à Labyrinth City portait ses fruits. En fait, elle semblait bien plus forte que lorsqu'elle combattait à l'épée dans le labyrinthe. Peut-être que Miss Karina était plus douée pour les arts martiaux que pour l'escrime. Pendant que ces pensées me traversaient l'esprit, Karina et moi maintenions un échange de coups réguliers. Le flux continu de nos mouvements, tandis que nous nous déplacions dans l'arène, ressemblait presque à une danse. J'ai bloqué son enchaînement de coups de pied aériens avec mes mains, puis j'ai contré avec un coup de pied tournoyant. Bien sûr, j'ai considérablement réduit ma force, mais personne ne s'en douterait, car ma vitesse était toujours comparable à celle de Karina. Miss Karina a utilisé une prise de pied fabriquée par Raka pour modifier sa trajectoire en plein vol et éviter mon attaque. Elle se déplaçait comme une experte en combat. Zut, comment a-t-elle esquivé ce coup de pied? Tais-toi, je me concentre sur le combat de ma déesse. Ah, si près, Dame Karina, tu peux y arriver. Ah, ça suffit, arrêtez de vous battre si près du bord et arrêtez-vous. Sous les acclamations et les commentaires de la foule, Karina a finalement sorti son atout. Waouh, regardez-moi ça, lame magique? Mais pourquoi est-elle blanche? Alors que Karina lançait la lame blanche de lumière du haut des airs, ma compétence « détection du danger » m'a averti d'esquiver. La lame, qui semblait presque jaillir de son poignet, était faite de la protection de Raka, le même matériau que les petits boucliers en forme d'écaille, façonnés en une épée lumineuse d'un pied de long. C'était une attaque inattendue, mais elle aurait été encore plus effrayante si la lame avait été un peu plus longue. Mais elle n'allait jamais me toucher à cette distance. Maintenant, je te tiens. Ah, Karina, tu ne devrais jamais dire ça. La deuxième phase de son attaque m'a peut-être pris au dépourvu, mais sa déclaration trop assurée a gâché l'effet. Alors que la lame de lumière se détachait du poignet de Karina et volait vers moi, je l'esquivais d'un mouvement de taille. Comme c'était une attaque diagonale venant d'en haut, personne d'autre n'était dans la ligne de mire. J'avais peur qu'elle explose en passant près de moi, mais non, elle s'écrasa au sol et disparut. Je n'ai pas fini. Refusant de céder, Karina tenta de poursuivre son assaut, mais la panique et l'épuisement commençaient à se lire sur son visage. La lumière bleue de son pendentif Raka était visiblement plus faible qu'avant. Ce devait être une attaque à tout prix. Karina était presque à court de magie, elle aussi. Ce n'était pas très amusant de l'affronter alors que sa poitrine ne bougeait pas, alors je décidai de conclure. La foule avait probablement déjà eu suffisamment de combats serrés, et Karina avait combattu de toutes ses forces, alors j'espérais qu'elle ne serait pas trop frustrée d'avoir perdu. Pour que tout le monde ait l'impression qu'elle avait été vaincue de justesse par mes attaques agressives, j'ai utilisé ma compétence « prévoyance », combat en 1 contre 1, pour élaborer un schéma d'attaque qui me permettrait de gagner en une dizaine de coups. Arisa me dirait probablement d'être plus prudente. Alors que cette pensée absurde me traversait l'esprit, j'ai décoché un coup de paume vers son épaule gauche pour la déséquilibrer. Le coup a percé les défenses affaiblies de Raka et a atteint son épaule, manquant de peu sa cible lorsque les jambes de Karina ont cédé d'épuisement, l'écartant ainsi de mon attaque. Mon ongle a effleuré son armure, mais je l'avais rendue trop résistante pour encaisser une si légère égratignure. Réajustant ma séquence d'attaque, j'ai foncé sur Karina, nous rapprochant de la limite de l'arène. Alors que le cours du combat tournait progressivement en sa défaveur, la foule l'observait, le souffle coupé. Une rafale de coups légers a balancé son bras bloquant, et Karina a commencé à basculer en arrière.
3 autres coups. Une fois que Karina aurait bloqué mon attaque suivante et se serait avancée pour me contrer, j'ai prévu de la vaincre par une parade et une contre-attaque. Un instant plus tard, la foule a éclaté en rugissements. La magie a dansé dans l'air. Oh, oh Dieu, qu'est-ce que c'était que ça? Alors les miracles existent. L'attache qu'Arisa avait ajoutée à l'armure autour de la poitrine de Karina se brisa, et sa poitrine massive et magique reprit sa liberté, volant acrobatiquement au rythme des mouvements de Karina. Bien sûr, son armure était intacte, mais elle ne protégeait en rien de l'attrait de ses seins magiques. Mes yeux étaient rivés sur la danse rythmique devant moi. Go, Lady Karina! Les servantes de Karina l'encourageaient. Le sifflement du vent m'a alerté qu'un coup de pied allait arriver. Mais mon instinct primaire m'a empêché de réagir à temps au coup de Karina depuis mon angle mort. No, Satou! Sous les acclamations de la foule, j'ai entendu Arisa et Mia crier désespérément. Le coup fatal fut porté, et l'arbitre déclara la victoire. Combien de fois t'ai-je dit d'être plus prudente? Monsieur, ne baisse pas ta garde. Jamais, d'accord? C'est bien d'avoir confiance en soi, mais il faut être prudente. Promis? Après le combat, Arisa et Mia m'ont engueulé. Attends, quand est-ce que Mia est revenue? Je me suis excusée auprès d'elle de les avoir inquiétés et me suis tournée vers mademoiselle Karina, affalée, immobile, au sol. Ça va, dame Karina? Laisse-la tranquille jusqu'à ce qu'elle se remette. Tu es sûre, Raka? Je te laisse, toi et les servantes, la réconforter, alors. Il va sans dire que j'ai gagné le combat, bien sûr. Juste avant que son coup de pied ne m'atteigne la tête, j'ai baissé la tête sans détourner le regard et j'ai évité de justesse ses magnifiques jambes. Puis, une fois ses seins magiques cachés, j'ai légèrement poussé sa taille alors qu'elle était encore en l'air pour l'envoyer valser hors de l'arène. Le coup fatal n'était peut-être qu'une légère poussée, mais à en juger par la réaction de Karina, c'était clairement fatal. Aux yeux de tous, son élan l'avait probablement propulsée hors des limites. Karina, êtes-vous blessée, monsieur? Tama et Pochi sont également venus la réconforter, alors je me suis levée pour les laisser s'occuper du reste. Puis j'ai senti quelqu'un tirer sur ma robe et j'ai baissé les yeux pour découvrir des doigts pâles accrochés à ma manche, tandis que le visage déçu et larmoyant de Karina se levait vers moi. La prochaine fois, je te jure que je te battrai la prochaine fois. J'admirais sa persévérance. Si ce n'était pas moi qu'elle recherchait, je l'encouragerais sans hésiter. D'accord, soyez indulgents avec moi. J'ai accepté une revanche et laissé Pochi et Tama aux commandes. Vous avez été formidables, monsieur. On va s'entraîner encore plus? Mais bien sûr, les laissant tous les trois se motiver à nouveau, je pris des nouvelles de notre départ auprès de Lisa. Lulu et Nana étaient déjà à bord. Mon combat contre Karina avait duré un certain temps, l'attente ne devrait donc plus tarder. Je pouvais demander à Karina de se changer dans sa chambre à bord du dirigeable. En attendant, je devais aller dire au revoir à tous ceux qui étaient venus nous saluer. Sœur Pendragon, je saluais d'abord les jeunes nobles, menés par le baronnet Dukeli. Ils n'avaient même pas 10 jours d'école d'explorateurs, mais leurs muscles commençaient déjà à se raffermir. Sœur Chevalier, quelle bataille incroyable. Vraiment, un homme de votre talent pourrait même être recommandé aux 8 Shiga de la capitale royale, Sœur Satou. Après avoir remercié le baronnet Dukeli de nous avoir prêté la calèche, je discutais avec Mary-Anne et la princesse Messia. Je n'avais aucune intention d'accepter une invitation des 8 Shiga, alors j'aurais préféré qu'elles ne fassent pas de telles prédictions. Après avoir discuté avec eux, j'ai également salué le chevalier gardien de la princesse Messia, Ravna, et son humble écuyer, Ryula. Ensuite, les autres enfants nobles se sont avancés. Je veux dire, nous combattrons à vos côtés bien assez tôt, sœur Pendragon. Alors je vais devoir travailler encore plus dur pour que vous et vos amis ne me surpassiez pas, sœur Luram. Luram, le fils du baron Tokay, était le seul à être encore un peu potelé, mais je lui ai quand même fait un compliment de façade. Ouais, bien sûr, Luram. Le troisième fils du vice-roi, Jerry, lui donna une légère tape sur la tête, puis s'approcha de moi. J'ai entendu parler de tout ce que vous avez fait pour Bowman. Qui est-ce déjà? Ce nom ne me disait que vaguement quelque chose, mais j'ai pu me rafraîchir la mémoire grâce au bloc-notes de l'onglet « Réseaux sociaux » de mon menu. Bowman était un ami de Jerry. Lorsque le reste de son groupe a été anéanti dans le labyrinthe, j'ai aidé à organiser une équipe de recherche. Je le méprise, mais je dois beaucoup à sa mère. Merci pour votre aide, sœur Pendragon. J'imagine qu'ils étaient plus des rivaux de toujours que des amis. Après Luram et Jerry, j'ai salué les autres enfants et échangé de légers hochements de tête avec les chevaliers gardiens du vice-roi qui les accompagnaient. Sire Chevalier, Irunia et Jenna des Belles-Ailes étaient également venus nous saluer au nom de l'école des explorateurs. Ne vous inquiétez de rien, entre nous, Sire Kajiro et les autres, on s'occupe des élèves. Regardez, on va entraîner ces enfants Pandra à vous être utiles. En le disant ainsi, on aurait dit que j'entraînais des enfants de l'école pour en faire mes vassaux.
Assurez-vous juste de toujours faire passer la sécurité avant tout. Bien sûr, Irunia et Jenna ont souri en retour. Ces deux-là n'avaient pas eu beaucoup de chance en tant qu'explorateurs, mais c'était d'excellents professeurs. Monsieur Satou. Tiens, pour la route. C'est des takoyaki? Merci beaucoup. Je partagerai ça avec Tama et les autres plus tard. Neru était venu nous saluer depuis la branche Célivra de la compagnie Eshigoya. Des explorateurs importants comme Monsieur Dozon, Monsieur Koshin et Zarigon, ainsi que des crocs du feu infernal, étaient également venus nous voir, ainsi que quelques membres du groupe d'exploratrices Silverlight. Nous ne parlions pas souvent, mais j'appréciais leurs vœux. Finalement, je suis allé dire au revoir à Zena et à ses compagnons une dernière fois. Nous serons de retour dans un mois au plus tard, alors ne faites rien d'imprudent en attendant. Oui, bien sûr, nous mettrons en pratique tout ce que nous avons appris dans le labyrinthe, et la sécurité avant tout. Malgré cette déclaration, il était difficile de se rassurer face à l'excès de zèle de Zena. Tu ne disais pas ce matin, je jure que je trouverai un moyen de me rapprocher de la force de Satou et de son groupe. Et tout ça, Zena? Lou, ne mentionne pas ça maintenant. Yona s'empressa de la faire taire. Zena? Je la regardais d'un air interrogateur, mais elle détourna le regard, gênée. On s'occupera de Zenachi, ne t'inquiète pas. Même si on ne peut pas l'empêcher d'être imprudente, on veillera à ce qu'elle ne perde pas complètement la tête. Les paroles de Lilio n'étaient pas vraiment réconfortantes. Je lui rendis un sourire faible et rappelai une fois de plus à Zena la prudence. On devrait y aller. D'accord, Satou. À la fin de cette étrange conversation, j'échangeai une poignée de main ferme avec Zena, et nous montâmes la rampe du dirigeable. Nous devions être les derniers passagers à embarquer. La rampe se leva dès notre arrivée, et j'entendis le moteur principal du dirigeable démarrer. Pensant à nos projets pour la capitale royale, je me dirigeais vers la plateforme d'observation pour retrouver tout le monde. Ah oui, maître, je viens de me rappeler ce que je voulais dire quand nous parlions de réincarnation. Se détournant de la fenêtre, Arisa toucha sa guirlande de coquilles d'âme en me murmurant. Lors de ma première réincarnation, un dieu m'a dit quelque chose, autorité, espoir, croissance. Alors je pense que ce serait mal de ne jamais utiliser mes compétences uniques. Peut-être, mais ta sécurité passe avant tout. Je sais que, surpuissance, est dangereux, mais ne jamais abandonner, à une fréquence d'utilisation limitée, alors ça ne devrait pas aller? Je suppose que c'est sans doute acceptable. D'accord, je t'autorise à utiliser ne jamais abandonner, mais seulement en cas d'absolue nécessité. Et assure-toi de ne jamais l'utiliser au-delà du nombre de fois autorisé. D'accord, j'ai compris, répondit Arisa d'une voix mièvre. Oh, et encore une chose. À propos des réincarnations? Ouais, ce n'est pas exactement à ce moment-là que je me suis réincarnée, mais quand j'étais bébé, un dieu m'est apparu en rêve et m'a dit de faire attention si je rencontrais d'autres dieux ou des apôtres des dieux. Arisa baissa encore la voix. S'ils trouvent quelqu'un qui a hérité de leur pouvoir, ils attaqueront certainement, alors je devrais résister ou fuir de toutes mes forces si je rencontre un autre dieu ou l'apôtre d'un dieu. Dès que j'ai entendu les paroles d'Arisa, je me suis souvenu de notre baptême au temple de Tenion. Arisa n'a pas pu recevoir le baptême de Tenion. On ne va pas avoir à combattre un dieu ensuite, si? Je préférerais de loin une visite touristique réconfortante plutôt qu'un affrontement final dramatique avec un dieu maléfique. Regardant le soleil par la fenêtre, j'ai adressé cette prière idiote au dieu.